Alors, bonjour à tous. Je pense que vous nous voyez, vous nous entendez. Juste, on fait une petite vérification tous ensemble sur le chat. N'hésitez pas à vous exprimer. Raquel, merci. On est bon Raquel pour deux fois, c'est bien. Super. Antonia, super. Allez, génial. On est en ligne. De nouveau pour un webinar organisé donc, dans le cadre des Jeudis du management. On va parler aujourd'hui de comment éviter votre licenciement et mieux gérer votre carrière. C'est une thématique d'actualité, Florian, que l'on va balayer ensemble en s'appuyant d'une part sur la connaissance du métier que nous avons, mais aussi sur votre expérience. Je crois que vous en avez un petit peu dans ce domaine, n'est-ce pas? On va voir si ça a évolué ou pas, en fait. Très bien. Vous disiez qu'il y avait pas mal d'amis de Tunisie qui étaient présents aujourd'hui sur le chat, donc n'hésitez pas à nous dire bonjour également. Nous avons des amis de Casablanca, des amis de Tunis qui sont présents avec nous. On les salue bien fort. Allez, c'est parti. Juste un petit rappel sur les prochaines dates, et n'hésitez pas à vous inscrire déjà sur le site florianmention.com. Les prochains webinars. Un premier le jeudi 26 novembre sur la marque employeur, et plutôt la version outils de management pour fédérer les équipes. Nous aurons également l'expérience candidat et l'expérience recruteur de l'entretien avec Loïc Douillère, avec moi-même et avec Florian. Donc là, on mettra à profit notre expérience de recruteur et la vision du candidat pour le jeudi 17 décembre. Et enfin, pourquoi le dirigeant doit-il faire autre chose que travailler dans son entreprise? Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, cette date, ça sera le 21 janvier. Donc, déjà, 2021. Florian, je vous propose qu'on démarre les présentations. Allez, c'est parti. Je présente nos cabinets rapidement. Donc, le Florian Mention Institut, vous le connaissez tous, 44 ans d'expérience. Une très longue expérience dans le domaine du recrutement, de la formation, du management. Bien entendu, je mettrai en avant aujourd'hui plutôt les aspects bilan de compétences, outplacement et coaching, très important. C'est la période qui le veut, mais c'est aussi une activité qui tourne fort tout au long de l'année, avec beaucoup d'accompagnement de cadres dirigeants par le cabinet et la cellule qui est basée ici au siège à Montpellier. Florian, une petite présentation, votre CV? Donc, moi, j'ai créé le cabinet en 1976 à Montpellier. Donc, ça fait quelques bonnes années que déjà nous sévissons dans le domaine des ressources humaines. J'ai fait Subdeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et Sciences Éco que je terminais à Paris 1, à Paris donc. Donc, création du cabinet avec la palette complète dans le domaine des ressources humaines que tu as évoqué. Nous sommes présents dans une quinzaine de villes en France avec des consultants qui sont des consultants indépendants, proches de leurs clients. Voilà. Donc, une formation généraliste et une activité généraliste dans le domaine des ressources humaines. Et des dons d'auteurs d'ouvrages très Oui, nombreux. j'ai écrit pas mal de livres. Du reste, on enverra cet après-midi à tous les inscrits le PowerPoint. Et donc, vous aurez toutes les informations qui concernent et le cabinet et les deux intervenants et bien sûr les slides qui seront présentés tout au long de ce webinaire. Super. À mon tour, mais je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Augustin Valero, je suis au sein du cabinet maintenant depuis une vingtaine d'années. J'ai 47 ans, j'ai longtemps œuvré dans le monde associatif et je le fais toujours, notamment dans le cadre du CJD. Aujourd'hui, dans le cadre du MEDEF et de la Chambre de commerce. Et je co-dirige le cabinet avec Loïc Douillère, mon associé, ainsi que Florian, avec tout d'abord au niveau des diplômes, mais j'ai un master en ressources humaines, ce qui était un 2SS, que j'ai obtenu à Montpellier, à l'Université de Montpellier. Donc, je sais qu'il y a parmi vous aussi pas mal de professionnels des ressources humaines qui sont passés par ces formations-là. Donc, je vous passe le bonjour, bien évidemment. On va attaquer tout de suite par le vif du sujet, Florian. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre l'accent sur deux ouvrages que vous avez écrits et coécrits dans les années 90, que nous trouvons vraiment d'actualité aujourd'hui, parce que les problématiques de comment éviter son licenciement et la méthode ouvre-boîte étaient vraiment, à l'époque, dans les années 90, après une période de croissance forte, le sujet du moment. Et j'aurais aimé avoir votre vision de ce que c'était que cette époque-là, quel était l'état d'esprit et le contexte dans lequel vous avez fait ces ouvrages-là.
Alors, ça semble paradoxal, en fait, hein, puisque donc, on a connu une crise très importante en 1974, et ça m'a donné donc envie d'écrire ces deux livres, en fait. Hein. Un sur comment éviter votre licenciement, puisque malheureusement, on ne recrutait plus à l'époque. Hein, les entreprises se séparaient de leurs ressources humaines, de leurs richesses humaines. Et donc, j'ai écrit un livre sur comment éviter votre licenciement, avec des conseils de base pour être indispensable dans l'entreprise. On l'abordera tout à l'heure. Et en parallèle au fait de bien protéger son emploi dans l'entreprise, j'ai écrit l'année suivante un livre sur la méthode ouvre-boîte. Hein, en tant que candidat, comment faire pour rentrer dans les boîtes, pour rentrer dans les entreprises. La méthode ouvre-boîte, donc un petit peu humoristique, avec des conseils très, très sérieux sur comment être choisi soi-même plutôt que quelqu'un d'autre. Voilà, la méthode ouvre-boîte. Donc, il s'agit vraiment d'une véritable compétition à l'époque, hein, principalement, 74, 75, une véritable compétition pour se faire embaucher. Mais je m'aperçois, 25 ans après, que ça n'a pas tellement changé, en fait. Hein. Je crois qu'on est obligé de bien gérer son emploi, de bien gérer sa carrière, de défendre son emploi, bien sûr, mais également, quand on est candidat, comment faire pour se faire embaucher. Il y a des techniques à développer, on va le voir ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que le fond est le même. La forme est différente. Les outils sont différents. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, la relation candidat-employeur est bien sûr totalement différente. Mais le fond est le même. Comment bâtir un projet professionnel, comment attirer l'attention d'un employeur et comment se faire choisir par cet employeur. Les fondamentaux résistent et existent toujours. Alors, c'est là que je voudrais en venir aussi à la préface, notamment de comment éviter votre licenciement. Et comme vous le voyez sur ce slide, donc c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on retrouve peut-être l'état d'esprit. Donc, l'enjeu, c'est une affaire de vainqueur, en fait. Vous aviez écrit, vous l'avez compris, l'enjeu des années 90 est celui de l'emploi et des vainqueurs de cette compétition, sans merci. Et ce sont les meilleurs qui seront préparés, qui vont s'en sortir. Donc, vous croyez qu'on est encore aujourd'hui dans cette dynamique-là? C'est dramatique, mais c'est vrai. Regarde aujourd'hui, avec la crise du Covid, malheureusement, un grand nombre d'entreprises devront se séparer de certains collaborateurs. Et donc, si tu veux, à notre niveau, on ne peut rien faire au niveau macroéconomique. Il y aura des licenciements. Nous, quand on aide un candidat, on l'aide surtout pour que la personne qui nous a fait confiance, le bénéficiaire de la mission, ne soit pas licencié. Au contraire, évolue dans l'entreprise. On ne va pas résoudre le problème de chômage en France, ou les problèmes d'emploi en France. On va avoir une approche très proche du bénéficiaire, du candidat, en fait. Mais c'est pareil, il y aura des licenciements, mais il ne faut pas que ce soit soi-même qui soit licencié. Voilà. Très bien. Alors, juste, je tiens à rappeler que nous avons un chat qui nous permettra donc de répondre à vos questions. N'hésitez pas, c'est un sujet qui va amener certainement pas mal de choses à évoquer. Donc, intervenez, puis je relèverai les questions au fur et à mesure, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à faire des petits commentaires ou communiquer sur le chat avec nous. Nous continuons notre présentation donc maintenant avec aujourd'hui, et là je tiens à le dire, on y est, ça y est, les indicateurs sont passés au rouge dans pas mal de domaines d'activité. On entend beaucoup l'actualité, notamment d'Airbus, on a entendu parler de Schneider, on a vraiment le Covid qui est derrière, en fond de tout ça. Donc c'est vrai qu'on est dans une période qui ne donne pas des signaux très positifs, bien que d'expérience, on sait que les cycles tournent et changent. Le fait est que, comme vous le voyez, la notion et l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est qu'il est important, et ça c'est notre conseil à nous, et on va le répéter à plusieurs reprises, d'être en tête du peloton. D'être en tête du peloton avec un état d'esprit tout à fait compétitif, sans prendre la place des autres et sans mettre des bâtons dans les roues des autres, et ça Florian le sait bien. Donc, très important, on va vous expliquer qu'aujourd'hui, cette démarche, elle implique qu'on va devoir être le meilleur dans les domaines que nous allons travailler. Alors, je reviens sur mes petits slides et puis on va tout de suite parler des stratégies adoptées, Florian. Le leitmotiv est le suivant. Il ne suffit pas d'être bon dans l'entreprise. Encore faut-il le faire savoir. Voilà. Cette notion-là d'être reconnu, cette notion de reconnaissance est importante pour qu'on soit choisi, pour qu'on ne soit pas éliminé. Alors, quelle stratégie adopter?
il y a deux familles de stratégies. Soit je suis dans l'entreprise, soit je suis en dehors de l'entreprise. Si je suis dans l'entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois garder mon emploi. C'est la moindre des choses, en fait. Hein. C'est-à-dire que je dois courir au milieu d'une foule qui marche, au milieu d'un peloton de cyclistes, et autant être devant ce peloton, en fait. Hein. Donc, je vais tout faire pour garder mon emploi. Mais, si la situation est difficile, si les relations avec les N+1, avec les dirigeants, avec les collègues, si cette situation pourrit, ben, peut-être que je dois anticiper mon départ, bien sûr. Et si j'anticipe mon départ, ben, je vais exploiter des opportunités. Il faut que je bâtisse également une stratégie sur comment partir avec autre chose derrière. Donc, premier point, je suis dans l'entreprise. Deuxième point, je suis en dehors de l'entreprise. Et là, on va le voir tout à l'heure, on devra avoir un projet professionnel bien précis et bâtir une stratégie. Voilà les deux, et être meilleur que les autres pour être choisi. Voilà les deux familles de stratégies. On va les détailler. Parfait. N'hésitez pas, hein, j'attends vos questions. J'ai des remerciements et des bonjours. Alors, les signaux qui peuvent amener à penser qu'on est personnellement sur la sellette. Alors, Florian, comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'il va falloir anticiper et agir? Ben, si je suis dans l'entreprise, j'ai des missions à assumer, j'ai des tâches à assumer, on va me faire confiance, je vais produire des résultats, j'ai des objectifs à atteindre. Si à un certain moment, je ne suis plus invité à des réunions, si dans certains cas, on ne me sollicite pas pour avoir mon avis, si dans d'autres cas, on me met sur le côté, il y a un problème en fait. Hein, donc je dois anticiper, je dois vite agir, aller voir la DRH, faire le point avec mon N+1, ne pas être passif, ne pas attendre que la situation pourrisse. Bien sûr. Si je subis un harcèlement, il ne faut pas attendre que ça s'envenime en fait. Hein. Il faut anticiper en fait. Hein. Ce sont des signaux qui me trahissent. Je dois décoder. Tu sais, des fois, tu l'as dit, hein, on fait des missions d'outplacement. Moi, je reçois des personnes qui viennent d'être licenciées et qui viennent au cabinet pour voir de quelle manière on peut les aider à retrouver un job. Je suis sidéré quand j'entends que la personne qui est en face de moi me dit ben, j'ai été licencié, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire que ben, je dois faire attention dans mon entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Décoder tous les signaux, en fait. Hein. Ça, c'est important. Je suis frappé parfois par la naïveté de certains salariés qui n'ont pas vu venir. Une des questions là, qui sort tout de suite, c'est la thématique des collègues. Le regard des autres. Est-ce que parfois, on peut sentir les choses venir justement parce que autour de soi, les collègues changent d'attitude? C'est des moments comme ça aussi, hein, qui permettent de… Oui, bien sûr, il y a ça en fait. Hein. Bon, il ne faut pas devenir parano, hein, on est bien d'accord, hein, mais il faut faire attention. Hein, il faut faire attention. Je crois qu'il faut avoir des objectifs et tout faire pour les réaliser. Et être force de proposition, hein, on va voir tout à l'heure, mais cette notion d'être force de proposition, c'est presque être indispensable. Hein, être indispensable, être incontournable dans l'entreprise. Ça, c'est important en fait, hein, être incontournable dans l'entreprise. Très bien, ben alors voilà, nous allons aborder ces deux thématiques dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Donc, tout d'abord, la mise en œuvre d'une stratégie pour conserver son emploi. On va parler ici d'attitude, en fait, Florian. Donc, ça, c'est une phrase que je dois relever de mon travail. Hein. Ce qui ne se voit pas n'existe pas. Exactement, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Je le répète, on croit que toujours que quand on fait bien son travail, ça suffit, que les gens vont le reconnaître, vont l'apprécier. Ben non. Malheureusement, les gens ne le reconnaissent pas toujours et ne l'apprécient pas toujours. Donc, on doit être soi-même acteur de la valorisation de son travail, de ses résultats. Et donc, en permanence, on doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait de bien ces derniers temps? Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres, en fait? Hein? Et ça, il ne faut pas attendre l'entretien annuel de fin d'année pour savoir ce qu'on a fait. Je crois que tout au long de son travail dans l'entreprise, tous les mois, tous les trimestres, on va faire un point pour savoir un petit peu les nouveautés et le rédiger. Hein, il faut le rédiger. Hein. On doit faire des rapports pour soi pour pouvoir les présenter. Je crois qu'il faut, il faut bouger, il faut modifier, il faut bousculer les habitudes, il faut innover. Il ne faut pas être passif. Il ne faut pas être un bon exécutant. Je crois que souvent le salarié se contente d'être un bon exécutant. C'est déjà pas mal d'être bon exécutant, en fait, hein, mais ce n'est pas suffisant. Hein, je crois qu'il faut être actif. Dans une réunion,
je ne suis pas passif dans une réunion. Je dois poser des questions, je dois faire des propositions, je dois être force d'innovation. Je vais proposer la création d'une commission, je vais proposer la création d'un projet et je vais essayer d'en prendre la responsabilité. Il faut que mes chefs se disent, ah, bah, ce Dupont, là, c'est un mot, en fait. Hein. On peut compter sur lui. Voilà. Et si je peux compter sur lui, si on peut compter sur lui, il est indéboulonnable. Il ne sera pas viré, forcément. C'est déjà le premier point important, ne pas se faire virer. Bien sûr. Moi, j'ai une question, Florian, parce que, ok, je veux bien prendre des responsabilités, montrer que j'ai bien travaillé, préparer mes réunions, et est-ce que je ne vais pas passer par quelqu'un qui essaie d'écraser les autres, justement? Est-ce que je ne vais pas être mal vu de mes collègues? J'ai jamais dit que je dois marcher sur la tête des autres, surtout pas. Hein, surtout pas. Je suis correct. Hein. Il y a un équilibre à trouver entre je ne suis pas un lèche-cul par rapport à mes chefs, mais je ne suis pas un salopard par rapport à mes collègues, en fait, ou mes subordonnés. Je ne les écrase pas. Non, je trace mon chemin. Voilà. J'en fais. Je fais même du zèle. J'en fais peut-être plus que ma fiche de poste, mais c'est pas grave. Hein. Il faut que j'avance, il faut que je bouge, en fait. Hein. C'est tout l'intérêt de ce conseil, en fait. Hein. Retenez que je ne dois pas faire mes X heures par jour. Hein. Ce n'est pas de la présence qu'on attend d'un salarié dans une entreprise. Ce n'est pas de la présence. On veut des résultats. Voilà. Donc, ça veut dire que même en télétravail, je vois une question là-dessus. Est-ce que c'est possible d'avoir cette attitude en tant que… Et bien sûr, je vais inonder mon chef de mails. Je vais lui montrer que je suis actif, que je ne suis pas devant la télé. Hein. Je ne suis pas devant la télé. Voilà. Hein. Donc, je bosse. Je passe des coups de fil, je rédige des projets, je fais des synthèses en permanence, en fait. Hein. Et j'envoie à ma direction, en fait. Hein. C'est tous. Je ne suis pas un simple exécutant. Hein. On croit que je suis payé pour faire ceci, mais ce n'est pas ça. Hein. C'est important, mais ce n'est pas assez. Hein. Je dois faire autre chose, en fait. Hein. Et je dois le répéter. Très bien, Florian. Il y a des questions qui viennent, notamment sur des thématiques de harcèlement un peu plus techniques. On dira quelques mots à la fin, mais sachez que sur ces sujets-là, qui parfois sont un petit peu… on est déjà dans le conflit, vous pourrez nous envoyer des mails, nous poser des questions. Je vous donnerai à la fin du PowerPoint notre adresse mail. Donc, sur des sujets peut-être perso, n'hésitez pas à nous contacter. Juste une chose, je vois une remarque sur le fait que en tête du peloton, on ne voit pas les autres. Mais pour moi, celui qui est en tête du peloton tire aussi du… Voilà, bien sûr, il a raison, il entraîne les autres, en fait. Hein. Je crois qu'il faut être positif. Il faut être positif. Quand j'entends des salariés critiquer leur entreprise, parfois dire du mal de l'entreprise sur les réseaux sociaux, c'est une aberration, en fait. Hein. Donc, je crois qu'il faut, au contraire, mobiliser ses collègues pour être positif. C'est tous ensemble qu'on va s'en sortir. C'est la même chose avec le Covid aujourd'hui, en fait. Hein. Hier soir, à 20h30, j'étais sûr que des millions de Français allaient dire 21h, ce n'est pas la bonne décision, et pourquoi pas 22h, et pourquoi jusqu'à 6h, et pourquoi 6 semaines. Non, faisons tout pour que ça marche. Faisons confiance à nos dirigeants et mobilisons les autres pour dire on va dans le même sens. C'est ça qui est important, en fait. Hein. Ne soyons pas passifs, ne soyons pas de simples exécutants. Très bien. Si d'ailleurs, je vois une question sur le manager, si le manager est un peu un écran entre nous et la direction, il faut réussir à communiquer directement avec ta direction par des notes, par des mails. Il ne faut pas hésiter à justement demander sa part dans le gâteau aussi. Hein. Bien sûr. Alors, moi, quand je vois dans des réunions certaines personnes se pointer sans un bloc-notes, sans un stylo, sans un iPad ou un iPhone et qui s'allongent les pieds comme ça sous la table et qui attendent passivement de recevoir la béquille de la part de l'animateur de la réunion, c'est dramatique. C'est dramatique. Non. Je suis dans une réunion actif. J'ai mes dossiers avec moi, bien sûr. Et je vais faire des choses. Je vais faire la synthèse de ce que j'ai fait. Je vais faire des propositions. Je vais commenter. J'ai lu. Je vais sur des sites Internet. Je sais comment la concurrence travaille. Je bouge. Je suis actif. Voilà. Alors, une autre facette de notre sujet, c'est que quelque part, on a souvent tort, Florian, de croire que les problématiques liées au licenciement ne doivent être traitées que justement en cas de licenciement. Je pense que
un élément important pour concilier son emploi, c'est de monter en compétence tout le temps. C'est-à-dire que tout au long de son parcours, on doit être en mesure d'acquérir des compétences, de s'informer, d'avoir un rôle actif, ne serait-ce que par rapport aux compétences dont l'entreprise aura besoin demain, à mon métier. Donc, c'est vraiment une histoire d'attitude. C'est ce que nous prenons depuis longtemps. Et en cela, vous pouvez vous appuyer sur plein d'outils pour cela. Donc, vous avez la formation, bien entendu, de manière classique, mais vous pouvez lire des articles, vous inscrire à des webinars, même, je dirais même animer des webinars, hein, Florian. Vous pouvez très bien aussi être actif sur des blogs, partager vos compétences. Donc, vraiment, cette notion de monter en compétences, elle est très importante pour justement, en tout cas, conserver son emploi et développer ce qu'on dira après, ce qu'on appellera un peu plus tard, l'employabilité, c'est-à-dire son aptitude à avoir une valeur ajoutée sur le marché du travail. Je vais même plus loin. Hein. Non seulement je vais défendre mon emploi, mais je vais même progresser dans l'entreprise. Parce que dans des situations de crise, qu'est-ce qui se passe? Comme on va clairsemer un petit peu les effectifs, il y aura moins de personnes dans les entreprises, donc il y aura peut-être d'autres postes à pouvoir dans l'entreprise. Donc je peux même avoir des promotions parce que des personnes qui sont placées différemment dans l'organigramme vont partir. Et donc il faut que je sois bien placé pour que la direction dise c'est Dupont que je vais promouvoir. Bien sûr. Donc en situation de crise, c'est une belle opportunité pour progresser. C'est paradoxal ce que je dis, mais on peut très bien progresser en situation de crise. Bien sûr. Et donc la formation, tu as raison, elle se fait au travers de webinars, au travers de salons professionnels, au travers de conférences, au travers des contacts que l'on a avec les clients, avec les fournisseurs, avec les tiers, au travers d'articles que l'on va lire, au travers d'articles que l'on va écrire soi-même, au travers des interventions que l'on peut faire dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de management. Tout est bon pour se former. La formation, c'est pas en salle, c'est pas uniquement en salle. Donc, on a tout ceci. Et moi, je suis contre, quand j'entends dire il y a la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est faux. Il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie-là, c'est très imbriqué. Le côté perso et le côté professionnel, c'est imbriqué. Dans notre travail, quand on est dans l'entreprise, on va penser à des préoccupations personnelles. Et quand on est chez soi, le week-end, on va penser également à son boulot. Donc, il y a une interpénétration. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. On est en permanence en train de réfléchir pour comment s'améliorer, comment résoudre des situations difficiles. Et bien entendu, s'améliorer pour progresser et faire progresser son entreprise. On a souvent l'image sur ces sujets-là de crise et de licenciement que ce qui revient très souvent dans les commentaires, c'est toute cette notion de devoir écraser les autres, de devoir se sacrifier parfois même pour un collègue. Pas du tout. On a écrit ensemble, Augustin et avec Loïc aussi, un livre sur le management Epifit. Oui. Le management Epifit, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire grandir ses collaborateurs. Et je crois que l'objectif fondamental dans l'entreprise, c'est que tout le monde grandisse. Bien sûr. C'est pas écraser les gens, pas du tout. Il faut que c'est gagnant-gagnant. Il faut qu'on progresse tous ensemble. C'est le but en fait. Pour s'adapter justement à ce contexte qui est changeant. Il y a 20 ans, on avait des parcours de 20 à 30 ans dans la même société. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On va être très souvent amené à changer d'emploi, voire même de métier. Ça, vous êtes bien placé, Florian, pour le savoir. Vous l'avez observé tout au long de votre vie. Donc, très important cette adaptation. Et un collaborateur qui est compétent va aider l'entreprise à changer aussi, à s'adapter. Alors, on parlait tout à l'heure, j'ai eu des remarques sur et si mon N+1 me bloque ou m'empêche de… peut-être que vous avez intérêt à anticiper, Florian. C'est peut-être là un des signaux où on se dit autant aller ailleurs, amener mes compétences quelque part. Il faut sortir les antennes. Voilà. Ouais. Il faut sortir les antennes. Il ne faut pas rechercher des jobs en permanence à l'extérieur, mais il faut sortir ses antennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tester un petit peu son employabilité. Oui. On va avoir des contacts avec le marché, quand je vais sonder le marché. On va se faire connaître et se faire apprécier par les clients, par les fournisseurs, dans les réseaux économiques et sociaux. Oui. Je crois qu'il faut qu'on donne envie que l'on nous contacte, en fait. On va prendre des responsabilités au sein de la Chambre de commerce, au sein du MEDEF, de la CPME, etc., des différentes associations. C'est tout ça, en fait. Il faut qu'on soit incontournable, en fait.
Voilà. Alors, c'est justement ça, c'est vraiment l'idée d'être visible. C'est-à-dire que, quelque part, on ne doit pas attendre d'être en difficulté pour faire son CV, pour le faire savoir. Il faut être en permanence dans une position où on permet l'appel entrant, on va dire. On fait en sorte d'être contacté. Bien sûr. Souvent, je reçois des personnes, la cinquantaine, qui ont fait une école d'ingénieur ou une école de commerce ou de management, qui viennent me voir et qui me demandent de les aider d'un point de vue outplacement. Alors, ces personnes-là, 50 ans, je leur dis alors, vous faites partie d'une association d'anciens élèves dans votre école, ils ont souvent des postes à pourvoir. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec vos anciens élèves? Quand j'entends le gars me répondre, ah ben non, je vais m'inscrire, hein. Je n'ai pas cotisé jusqu'à présent, mais je vais m'inscrire. Nom de Dieu, il n'a rien compris. Ce n'est pas 50 ans qu'on s'inscrit à l'association d'anciens élèves de son école, aux alumni. Ce n'est pas 50 ans. C'est quand on n'en a pas besoin qu'on doit s'inscrire. C'est comme tous les réseaux. On ne va pas dans un réseau pour avoir immédiatement un retour. Je crois qu'un réseau, ça se cultive, en fait. Hein. Et il faut qu'il soit là quand on en a besoin. C'est quand on n'a pas besoin d'un réseau qu'on doit être présent et qu'on doit être actif. Voilà. Ça, c'est le plus important, en fait. Hein. Et c'est vrai pour tout. C'est pour tout. Donc, les antennes tout le temps à l'extérieur, même quand tout va bien, parce que justement, ça peut être aussi un moyen pour vous d'être contacté pour évoluer ailleurs, hein, tout simplement. Aussi, hein. Et de ne pas avoir une mentalité de candidat. On n'aime pas les candidats, en fait. Hein. On aime les pros. Donc, si je suis un pro, il faut que je montre à l'extérieur que je suis un pro des achats, un pro du marketing, un pro de la communication, un pro de l'informatique, d'Internet. Et je parle d'égal à égal avec les autres. Je ne suis pas un candidat. Il faut que ce soit l'autre qui me dise, l'autre employeur qui me dise, au fait, tu ne serais pas intéressé par le fait de venir chez moi, peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Très bien, très bien. Bien sûr, je ne suis pas un candidat. C'est ça. Alors, je vois que Raquel parle du réseau alumni, ben c'est exactement ça. On n'adhère pas au réseau des alumni une fois qu'on est en difficulté. Il faut y adhérer dès qu'on prend son poste, en fait. Et pourquoi pas créer soi-même l'association dans la ville où vous êtes. Hein. Bien sûr. Et dans les alumni, on va animer des conférences, on va organiser des débats, on va faire venir des invités. Voilà, on va être actif au sein des alumni pour que demain, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en aurai peut-être besoin. Mais ce n'est pas quand j'en ai besoin que je dois me manifester. C'est trop tard. Alors, j'aime bien une petite intervention de Nathalie qui dit « L'art de la guerre, celui de la diplomatie ». Et oui, parce que c'est un environnement, on est dans un monde, oui, on pourrait parler de guerre par rapport à l'emploi, mais oui, il y a quand même, la guerre finalement, c'est la friction. Nous, ce qu'on essaie de prôner, c'est d'évoluer en interne pour évoluer aussi bien en externe. Donc, l'idée, c'est de ne pas aller vers le conflit. Il faut vraiment éviter cet aspect-là qui est déjà, qui montre qu'il n'y a plus d'issue, en fait. Donc, vraiment, on parle là de vos compétences, de quelle attitude avoir face à ce contexte nouveau et comment pérenniser votre emploi, mais aussi vous faire voir du marché de l'emploi en dehors du moment où vous en aurez vraiment besoin. Voilà, c'est ça l'idée pour nous. Et il faut anticiper. Il faut anticiper. Alors, on va continuer sur la partie de négociation. Admettons que ça y est, je veux négocier mon départ. Qu'est-ce qu'il faut négocier, Florian? Parce qu'il y a une palette très large de… Bien sûr. Alors, on va dire que des généralités, bien évidemment, parce que chaque cas est un cas particulier, en fait. Hein. Mais il faut d'abord avoir un projet à définir, en fait. Hein. Et peut-être qu'un bilan de compétences, on peut se faire payer un bilan de compétences par son entreprise. C'est un droit. Hein, c'est un droit. C'est même pas qu'une rente service. Hein. C'est un droit. Donc, tout salarié qui a travaillé 2 ans au moins dans une entreprise a le droit d'avoir un bilan de compétences, en fait. Hein. Donc, c'est important pour savoir où l'on va aller, pour avoir un projet professionnel. Bien sûr, en fait. Hein. On peut se faire payer une mission de coaching par son entreprise, en fait. Hein. On peut se payer de la formation. Donc là, il y a tout ça à négocier, en fait. Hein. Et dans certains cas, peut-être qu'on a besoin d'un cabinet d'outplacement pour nous aider à passer à l'action, en fait. Hein. Et dans certains cas, quand on ne peut pas éviter le départ, peut-être qu'on a intérêt à négocier un chèque. Et là, peut-être qu'on a intérêt aussi à se faire avoquer et épauler par un avocat, bien sûr. Bien entendu. Là, le chèque va vous permettre peut-être de rebondir sur notre projet, de vous associer, de créer une entreprise, de vous former. Donc là, vraiment, on est bien sur ces thématiques-là. Il y a de l'accompagnement possible au moment de négocier
et aussi l'aspect financier. On peut même négocier, si je parle d'entreprise et que je crée l'activité de restauration ou de conseil, par exemple, je peux très bien négocier avec mon entreprise qu'elle devienne mon premier client. Je crée un service de restauration, de livraison de repas. Peut-être que mon entreprise peut être demain mon premier client et sera content de dire aux autres, on a favorisé l'émergence d'une start-up et on a mis sur les rails un salarié. Et si je crée une activité de conseil, je peux très bien garder l'entreprise comme cliente. C'est quand même intéressant. Et là, l'entreprise, elle sera ravie de montrer qu'aux yeux de tout le monde, qu'on se sépare de manière élégante avec ses salariés, qu'on les aide à réussir. C'est quand même pas mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commentaires où on voit un petit peu l'entreprise comme le requin et nous les poissons quelque part. Il y a cette notion un peu de monde de bisounours que je vois évoquée dans le chat. Je pense qu'on n'est pas dans un monde des bisounours. En tout cas, notre vision à nous, elle est centrée sur les collaborateurs. L'idée, c'est de ne pas croire qu'en restant immobile tout au long de votre parcours, le jour où ça ira pas, vous avez tout intérêt à être celui qui marche, celui qui court dans une foule qui marche. C'est ça notre idée. Donc, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus tourné vers l'action que ce qu'on peut penser. Mais il faut marcher en permanence. Il faut marcher vite en permanence et pas rester statique. Quand on parle de peloton, chacun a un rôle dans le peloton. Et celui qui est premier aujourd'hui sera peut-être deuxième demain. Mais en revanche, ce qui compte, c'est ne pas être seulement en mode course au moment du sprint final, mais à chaque étape de montagne. Et ça passe par la formation, par les projets de carrière, par sa propre gestion et ne pas subir son recrutement. On va continuer, Florian, sur la thématique quelle est la stratégie adoptée toujours en dehors de l'entreprise. Comment bâtir un projet professionnel, justement? Quels sont C'est fondamental. Je ne peux pas chercher un job si je n'ai pas un projet professionnel en termes de secteur d'activité, en termes de style d'entreprise, en termes de fonction, en termes de secteur géographique. Je dois savoir où je vais. C'est pas nouveau ce que je dis en fait. Sénèque le disait il y a 2000-2500 ans. Donc il est de bon vent pour celui qui ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Bien sûr. Donc je dois avoir un projet professionnel. Et si j'arrive pas tout seul à le bâtir, je vais me faire aider. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en fait. Par un consultant extérieur ou par la DRH peut-être en fait. Pourquoi pas en fait. Mais il nous faut un projet professionnel. Bien sûr. J'irai même plus loin, Augustin. J'irai même plus loin. Au-delà du projet professionnel, on a intérêt à avoir un projet de vie. Un projet de vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ça, c'est hyper important. On ne se pose jamais la question. On est dans le peloton, on pédale, et on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je vais laisser une trace demain? Pourquoi pas? Est-ce que je veux jouir de la vie? Pourquoi pas? Est-ce que je veux avoir des relations privilégiées avec ma famille, avec mes amis, avec le sport, avec la culture? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est hyper important, ça, en fait. Et je crois que pour rechercher un job, on doit se poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il ne faut pas raisonner. Le bon automobiliste, ce n'est pas celui qui s'intéresse à la voiture qui est devant. Celui qui s'intéresse à la voiture qui est devant, c'est celui qui est devant. Et dans sa propre vie, c'est ça. Ce n'est pas le court terme qui nous intéresse. Ce n'est pas le job pour lequel je postule, pour lequel je vais être embauché, mais après-demain, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, il y a beaucoup d'interventions aussi sur le fait de vouloir prendre la place des autres. Pas du tout. J'ai jamais dit ça. Au contraire, en permanence, j'ai dit, j'écrase pas les autres. Au contraire, je les aide avec moi. Si je peux les aider avec moi. Florian, je rajouterais quelque chose. Je rajouterais une chose, Florian. Je dirais même que quand je recrute un collaborateur, je regarde bien que le manager qui va l'encadrer a les compétences pour bien le gérer. Et très souvent, vous verrez que certains managers ont tendance à recruter des collaborateurs moins bons qu'eux pour garder leur place. Donc, attention, je pense qu'il faut… oui, s'il faut que je prenne la place de mon manager parce qu'il n'est pas bon, je vais aller la prendre. Il n'y a pas photo. Je pense que c'est pas négatif comme approche, c'est simplement qu'à un moment donné, l'entreprise a besoin aussi de personnes compétentes qui ont un projet. Et j'insiste sur le fait que si je ne me sens pas bien dans le projet ou que
j'ai l'impression que j'ai intérêt à passer à autre chose, eh bien, je peux aussi partir et anticiper mon départ. Très, très important. Alors, nous continuons maintenant avec, toujours pareil, la stratégie adoptée en dehors de l'entreprise. Alors, comment être le meilleur, Florian? Qu'est-ce qu'on fait pour être le meilleur? Parce qu'en général, moi, on me dit, je vais faire un beau CV, je vais faire une belle lettre de motivation, je vais me préparer aux entretiens. Est-ce que c'est suffisant, Florian? Je vais raconter une histoire que j'adore, que vous connaissez peut-être, mais qui est quand même très, très symptomatique, en fait. C'est l'histoire de deux photographes qui font un safari photo. Un safari photo, ils sont donc dans un endroit, ils descendent de leur Jeep, ils prennent leur matériel de photo, ils s'avancent pour prendre des photos d'animaux, et arrive un lion menaçant. Oui. Un lion menaçant. Alors là, panique générale, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas leur fusil avec eux. Le fusil, il est dans la Jeep, il est assez loin. Alors il y a un des deux photographes, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses grosses godasses et il met une paire de Nike, une paire de chaussures de sport. Et l'autre gars qui est à côté, il dit, mais t'es stupide, c'est pas avec des chaussures de sport que tu vas courir plus vite que le lion qui va te rattraper. Et là, le premier photographe lui dit, mais t'as rien compris. Le but, c'est pas que je cours plus vite que le lion. Le but, c'est que je cours plus vite que toi. Elle est dramatiquement vraie, cette histoire. C'est ça. C'est plus le monde du bisounours, alors. C'est pas le monde des bisounours. C'est pas écraser l'autre. Je ne dis pas qu'il faut écraser l'autre, je ne fais pas un croche-pied. Je ne vais pas l'assommer pour que ça se bouffe par le lion. Non. Je prends toutes les dispositions pour être le meilleur, pour courir vite. C'est ça la stratégie, en fait. Bon, c'est une image, et donc on peut la décliner par de la formation, par un CV. Peut-être que ce n'est pas un CV papier qu'il faut faire. Peut-être que c'est un CV vidéo qu'il faut faire pour être différent des autres. Peut-être qu'il faut aller chez l'employeur. Peut-être qu'il faut l'inviter au restaurant. Peut-être qu'il faut lui faire des fleurs. Peut-être qu'il faut le prendre en photo. Peut-être que. Et c'est là où je vais créer la différence. Voilà. Je serai meilleur si je crée une différence. Et là, les limites sont dans nos têtes. Parce que la plupart des candidats sont très conventionnels. Très conventionnels. Quand je vois le gars qui me dit « je mets la photo ou pas la photo », je m'en fous. Est-ce que je le mets en gros, en gras, en petit? Est-ce que je dois mettre la date de naissance? Je m'en fous. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment vais-je atteindre le décideur? Comment vais-je le séduire? Je vais séduire mon futur employeur. C'est ça. Et là, il faut que je fasse une différence. Il faut que je sois meilleur des copains. Je vais dire quelque chose d'atroce. Mais la plupart des candidats sont mièvres. Mièvre, identique. Ils commencent tous leur entretien par « Oh, j'ai un parcours très atypique, vous savez, monsieur mentionne. » Taratata, parcours atypique. Ils sont tous atypiques. « Je suis très motivé par le poste, monsieur mentionne, vous savez. » Taratata, ils sont tous motivés. C'est pas comme ça que tu es le meilleur que les autres, en fait. Donc, faisons acte de contrition, soyons humbles et améliorons-nous. C'est ça qu'il faut faire. Et faisons-nous aider peut-être, il faut se faire aider. C'est très clair. Alors, Florian, finalement, chercher un job, c'est… Je peux me faire des amis, je sais bien, mais c'est pas grave, j'ai pas la langue de bois en fait. Ce qui est important, c'est de comprendre que, justement, la thématique recrutement est au cœur aussi de ces problèmes-là et que sortir du lot, c'est le seul moyen d'être recruté. Donc, vous allez avoir sur un recrutement 60 personnes, il n'y en aura qu'un seul qui va être élu. Tout dépend comment on prend cette expérience. Si on apprend comme un enseignement, si on apprend que finalement, se présenter à un entretien, ce n'est pas seulement se présenter à un entretien et par rapport à une fiche de poste, c'est peut-être aussi étudier l'environnement, c'est avoir eu des idées en amont, c'est parler de ce que je ferai dans l'entreprise à moyen long terme, qu'est-ce que je veux lui apporter, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter. C'est une autre dynamique, bien sûr. Alors, Florian, chercher un job, c'est avoir une démarche commerciale et marketing, c'est ça. Et le produit, c'est qui? Tous les candidats sont bons. Tous les candidats sont bons, comme tous les vins. Tous les vins sont bons. Tous les vins sont bons. J'ai jamais bu une mauvaise bouteille de vin, en fait. Ils ont leur spécificité. Et voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est rechercher l'adéquation entre la spécificité du vin et la spécificité du mets ou la spécificité de la personne qui va le boire. Et pour le job, c'est pas tous les candidats sont bien, ils sont intéressants. Je charrie un petit peu quand je dis qu'ils sont mièvres, parce que ça manque de peps, en fait. Et c'est ce côté peps qu'il faut exciter.
Hein. Il faut activer. C'est le rôle de l'individu qui veut se faire embaucher, en fait. Hein. Donc, on doit avoir une démarche commerciale et une démarche marketing, une démarche de communication. Bien sûr, c'est le plus important, en fait. Hein. Alors, Florian, vous avez vu, donc, finalement, le produit, ben, c'est vous, hein, sur ce marché, et le marché, c'est le marché du travail. Et un point important aussi, j'ai beaucoup de questions qui sont tournées vers cette notion, encore une fois, de compétition, mais finalement, celui qui va sortir du lot, c'est aussi celui qui va faire progresser plus les autres, parce que quand on a un management de type Epifit, justement, on rapporte beaucoup à l'entreprise, et donc le faire savoir, c'est important aussi. Donc, je pense qu'il faut acquérir des compétences et il faut être capable de faire évoluer ces équipes, de les faire grandir également aussi. Et c'est ce qui va permettre de passer des caps et éventuellement aussi d'avoir une image sur le marché du travail qui va être très différente des autres collaborateurs lambda, en fait. Bon, c'est rare, pose comme question, tous les vins sont bons et la villageoise. Dans une même catégorie. Oui. Les cadres, entre eux, je ne peux pas comparer un cadre avec un opérateur, en fait. Hein. Mais parmi les cadres, tous les cadres sont intéressants. Bon. Parmi tous les opérateurs, ils sont tous très bons. Parmi toutes les secrétaires, elles sont toutes bonnes, hein, bien sûr. Donc, par rapport à un environnement, les gens sont tous d'un bon niveau. Je n'ai pas besoin forcément de boire du bon vin. Je peux avoir besoin, par rapport à un contexte, de boire de la villageoise. Ça ira très bien. Voilà. Exactement. Bon, je passe sur la petite image que vous retrouvez donc dans l'ouvrage La méthode de gros boîte, que vous pourrez consulter sur notre page web. Bien évidemment, comment éviter votre licenciement, mais vous pourrez c'est des ouvrages que vous avez déjà pour la plupart d'entre vous et que vous pourrez acquérir sur notre site internet. Je vais continuer sur cette gestion cette image de gestion de carrière. On parlait tout à l'heure de la question. Un des webinaristes disait, je vais voir de la question, comment vous voyez-vous dans 5 ans? Mais je pense que c'est très important de savoir où est-ce qu'on va être dans 5 ans, d'avoir une stratégie pour savoir où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Parce que l'emploi, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint en fait, c'est vraiment une course de fond. Je reviens beaucoup avec ce parallèle, mais n'oubliez pas que le parcours d'un coureur est composé de plaines, de montagnes, de descentes, et donc c'est en permanence qu'il faut avoir qu'il faut faire des efforts, en fait, et pas seulement lors de sprint final. C'est ça, Florian? Tout à fait. Rien à rajouter, c'est très juste. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de développer cette notion d'employabilité. Ce terme est très important, c'est un terme un petit peu technique, mais pour moi, l'employabilité consiste à dire quelle est ma valeur ajoutée sur le marché du travail? Est-ce que je représente un produit quelque part intéressant sur le marché du travail? Si je viens de passer 20 ans dans un poste sans me former, sans chercher à acquérir des compétences, sans évoluer, eh bien, sur le marché du travail, je vais avoir très peu de valeur. En revanche, si je me suis formé, j'ai appris les langues, j'ai utilisé des logiciels, j'ai cherché à acquérir des compétences, des nouvelles missions, là, à partir de là, vous allez être en termes d'employabilité par rapport à une même fonction, mais bien au-dessus des autres. Donc, ce n'est pas forcément écraser les autres, c'est être celui qui est visible par rapport aux autres. Et on a intérêt à tester son employabilité en permanence. Et pour tester son employabilité, c'est peut-être être présent sur les job boards, par exemple. Donc, mettre son CV sur les job boards. Et on va même prévenir son employeur, en fait, hein, quand on met son CV sur les réseaux sociaux, sur les job boards, pour tester le marché, en fait, hein, sans pour autant vouloir quitter l'entreprise, mais pour tester l'adéquation entre sa propre candidature et le marché. C'est son employabilité. On doit être présent. Hein, parce qu'on va véhiculer l'image de son entreprise au travers de son CV. Donc, c'est important de tester son employabilité. Et cette notion de l'adaptabilité qui est très différente peut-être par rapport à d'autres époques où il fallait s'adapter. On avait peut-être un petit peu plus de temps avant pour s'adapter. Aujourd'hui, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut vite s'informer. On le disait tout à l'heure, lisez, allez sur des webinars, participez à des chats, des blogs. Soyez vous-même aussi acteur de l'environnement où vous êtes. Hein. C'est bien que vos concurrents vous connaissent, que vos fournisseurs vous connaissent, que les clients vous connaissent, même si vous êtes le comptable, même si vous êtes pas forcément en front par rapport à la clientèle. Donc, c'est vraiment une attitude, une façon de gérer sa propre carrière. Hein. Un bon candidat, qu'est-ce qu'il fait? Un bon candidat, il crée son propre blog. Oui. Il crée son propre site Internet. Il a des choses à dire, il a des choses à rédiger, à partager. S'il est bon, c'est un pro
il faut qu'il rédige des choses. Et c'est plus facile de communiquer au travers des écrits. Hein. Il peut même écrire un livre aussi, en fait, hein, bien sûr, plutôt que derrière son CV qui est figé, en fait. Hein. Et Florian, une question, est-ce que il y a une remarque concernant le fait de rester tout le temps dans le même secteur d'activité? De nos jours, on ne sait pas si dans 5 ans, on ne sera pas sur une nouvelle fonction, sur un nouveau poste. Cette immobilité pose un problème pour vous ou pas? Pas du tout, parce que le métier, enfin, nous, on s'intéresse, tu le sais très bien, on s'intéresse qu'au cadre, en fait. Hein, donc, on s'intéresse qu'aux managers, en fait. Hein. Mais manager, c'est un métier à part entière, Oui. Et qui est transversal, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit l'entreprise. Un manager, c'est quoi? Un manager, c'est quelqu'un qui sait gérer des budgets, des hommes et des emmerdes. Ouais. C'est ça, hein, gérer un budget, des hommes et des emmerdes, en fait. Hein. Les métiers peuvent changer, on s'en fout, c'est pour amuser le peuple, ça, en fait, hein, on va dire, on change de métier. Taratata, le manager, c'est un manager. Comme le commercial, c'est un commercial. Les outils changent, c'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Les fondamentaux subsistent, et notamment la notion de manager. Moi, j'ai écrit un article sur l'erreur de Marx. L'erreur de Marx. Marx croyait que les employeurs, les chefs d'entreprise gagnaient de l'argent en exploitant les autres. Et il dénigrait, il sous-estimait la fonction managériale. Pour lui, le travail, c'était un travail manuel. Ben non, être manager, c'est un métier à part entière. Bien sûr. Et ce métier à part entière, il existait auparavant, il existe aujourd'hui et il sera demain. Là, ça ne bouge pas. Ce sont des fondamentaux. Deux questions, Florian, que je relève. Alors, la première, c'est cette notion de confiance. On est souvent bon quand on a confiance en soi. Comment je développe ma confiance dans l'entreprise? Et la deuxième question va être aussi un rapport. Peut-être que je vous laisse répondre à ça et je passerai à la deuxième après. Comment gagner la confiance? Eh oui, eh oui. Je crois que. Est-ce que je m'appuie sur quelqu'un d'autre pour. Je crois qu'il faut savoir oser. Je crois qu'il faut savoir oser parce que si on sait oser, on n'a pas peur de se planter, en fait. Hein. Oui. Moi, de tout jeune, je n'ai pas eu peur de me planter, en fait. Hein. Parce que je savais que si je me plantais, j'allais apprendre des choses, j'allais me bonifier, en fait. Hein. Donc, il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de perdre, mais ce n'est pas grave perdre, en fait. Hein. C'est temporaire, en fait. Hein. Moi, je trouve qu'au contraire, on va bénéficier d'une belle expérience et on va se bonifier. Donc, avoir confiance en soi, c'est en permanence oser, en disant, je vais tenter quelque chose. Quand on a tenté, nous, les webinars, on ne savait pas ce que c'était qu'un webinar. On y est allé, on n'a pas eu peur. Et on a peut-être tâtonné au départ. Mais c'est pas grave, maintenant on est bon. Regarde comme on est bon maintenant. Hein. C'est sympa. On est confiant en nous. Est-ce que vous êtes déjà planté, vous, dans la vie professionnelle? Oui, certaines fois, oui, bien sûr. Bien sûr. Pas beaucoup, mais, mais un petit peu. Mais si tu veux, j'ai pas eu de plantage énorme, de difficultés. Oui, je suis tombé, oui, mais à chaque fois, c'était pour me relever et courir encore plus vite et bénéficier de la mauvaise expérience, en fait. Hein. C'est pour ça qu'en plus, comme j'ai une mémoire sélective, le côté négatif, je vais zapper totalement, en fait. Hein. Parce que j'allais vous dire. Bien sûr. C'est ça l'attitude. Et oui, c'est ça. L'attitude, c'est ça. C'est zapper. On ne va pas focaliser sur machin, etc. Non, non, non. Bien sûr. Alors, donc, avoir confiance en soi, c'est ça. C'est oser, je crois. En fait. C'est oser. Je pense que prendre des décisions, agir et parfois même se tromper, c'est aussi le moyen de s'améliorer. Comment, alors, un autre élément important, là je m'adresse aux recruteurs, Florian mentionne, avec toutes ces années d'expérience, comment faire savoir aux recruteurs, justement, qu'on est bon, qu'on est les meilleurs, quelle est l'attitude à avoir face à un recruteur comme vous, en cabinet? Enfin, moi, il faut que le gars me surprenne. Il faut qu'il me surprenne. Et il faut qu'il me surprenne. Et je vais raconter une histoire que je trouve fabuleuse, en fait, hein, issue d'un webinar qu'on a animé ici. Hein. Donc, j'avais animé un webinar sur le fait de dire ne vendez pas
Surtout, un bon conseil, ne vendez pas, faites acheter. Je ne sais pas si tu te souviens de ce webinaire qui était très, très, très sympa. Un bon conseil, ne vendez pas, faites acheter. Et donc, j'ai expliqué dans ce webinaire que la plupart des vendeurs s'y prenaient mal. Ils essayaient de convaincre leur interlocuteur. Mais convaincre l'interlocuteur, ce n'est pas suffisant. Il faut le persuader. Et je disais que le fumeur, lui, par exemple, il est convaincu que fumer est nocif pour la santé, mais tant qu'il n'en est pas persuadé, il ne s'arrêtera jamais. Et je vais te donner un autre exemple. Je disais, prenez-moi par exemple, si vous pensez que je suis en surcharge pondérale, si vous pensez que je suis en surcharge pondérale, eh bien, sachez que j'en suis convaincu. Mais comme j'en suis pas persuadé, je ne ferai rien pour perdre du poids. Et j'ai continué mon webinaire comme ça pendant 1 heure. Le soir, j'ai reçu un mail d'une certaine Ludivine, que je ne connaissais pas, et Ludivine me dit, Monsieur Mentionne, je viens d'apprécier votre webinaire, j'ai retenu que vous étiez convaincu que vous deviez perdre du poids, et comme vous n'en étiez pas persuadé, vous ne le faisiez pas. Et bien moi, Ludivine Remillet, je vais vous persuader que vous devez perdre du poids. Voilà, rencontrons-nous demain. Ah, quel culot, bien sûr. Et j'ai apprécié, elle m'a surpris, bien sûr, elle m'a surpris. Je l'ai reçue, on a fait affaire, et j'ai perdu 13 kilos depuis le dernier webinaire que j'animais. Grâce à elle, 13 kilos. C'est incroyable, en fait. Elle a osé. Parce qu'elle a osé. Elle avait confiance en elle. Elle était persuadée que le service qu'elle proposait était bon, meilleur que tous les autres nutritionnistes de France et de Navarre. Et elle m'a convaincu. Elle m'a persuadé même. Elle m'a persuadé. C'est génial. Et je crois que c'est ça. Je crois que si on se sent investi de quelque chose, ben, on va faire passer le message. Donc, soyez tous des Ludivines. C'est ça, en fait. Et très important aussi à dire, il ne faut pas agir en candidat, cette notion de candidat qui demande, plutôt qui propose, et on n'est pas des victimes. Hein, c'est très important. Sur le marché de l'emploi, lorsqu'on a une attitude de victime, ben, on s'est bouffé. Donc, s'il vous plaît, recevez-moi, voilà, c'est difficile, c'est la crise, c'est dur. Non, on n'aime pas les losers. Hein. Les employeurs n'aiment pas les losers, on aime les winners, bien sûr. Dites-leur combien ils vont gagner en vous recrutant. Voilà, c'est ça l'idée. Ah, Julien vient de manger un couscous. C'est très bien, Julien. Super. Très bien, mais écoutez. Viens manger un couscous, volontiers. Mais Ludivine te dira que le couscous ne fait pas grossir. Ça tombe très, très bien, en fait. Hein. Si on n'en reprend qu'une fois, non, c'est ça? Comment? Si on n'en reprend qu'une fois, il ne fait pas grossir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, allez, Florian, je crois que nous avons terminé notre présentation. Je vous donne tous rendez-vous le jeudi 26, justement, sur notre plateforme pour parler RSE, marque employeur, comme outil de management. Je tiens à vous remercier tous de votre participation. Nous étions encore plus de 250. Donc, un sujet que nous pourrons prolonger par mail si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Je vous laisse à tous nos coordonnées sur la présentation et vous allez recevoir le replay par mail ainsi que nos contacts pour pouvoir échanger. Écoutez, c'était un plaisir une fois de plus avec Florian de faire ce webinaire. Florian, un petit mot de la fin? Que la force soit en vous. Que la force soit en vous. Voilà. Vos limites sont dans vos têtes. Allez, il est 14h. Allez manger le monde du travail. C'est maintenant qu'il faut faire. Allez. Allez tout le monde. Au revoir. Bye bye.